for Jawateva music. Yeah. Baby, get an answer. Get an answer. Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, get an answer. Yeah. Ma calengela. Mon chéri n'a bisou là, pour bénir la joie. Ma calengela. Ma chérie n'a bisou là, pour bénir la joie. Ma calengela. Ma chérie n'a bisou là, pour bénir la joie. Yeah, baby. J'ai ma joie de vivre. Écoute-moi et fais-moi confiance. Il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Monsieur Gali, bonjour. Bonjour. Tout le plaisir est pour nous sur Talent Campus pouvoir vous rencontrer. C'est le plaisir aussi pour moi de vous rencontrer, de pouvoir échanger avec vous depuis le temps notre pays. Absolument. D'après ce qu'on voit et ce qu'on entend, d'après ce qu'on lit, ça fait quelque temps que vous êtes en dehors du Tchad. Vous avez fait une tournée qui vous a amené à Genève, aujourd'hui Paris. Qu'est-ce que vous avez pu faire? Quelles sont les portes qui ont été ouvertes pour l'opposition, pour que les gens puissent entendre la cause de l'opposition et l'objet de vos luttes? Je suis sorti d'Injamena juste après ces élections, comme mes collègues l'ont fait avant moi. Sont passés aussi par Paris et par Genève. D'accord. Plaidant la cause de l'opposition et la cause de notre pays, pour ce qui s'est passé après ces élections d'avril 2016. Élections vraiment malheureuses, dans la mesure où le peuple tchadien qui espérait au changement s'est retrouvé devant un grand mur de déception. Mais qu'en est-il exactement à Genève, à Paris? Est-ce qu'on vous a écouté? Vos camarades avant vous, donc je pense qu'ils ont pu faire un travail, mais vous êtes arrivé après. Quel est le ressentiment que vous avez entre Paris et Genève? Nous avons plus eu des portes ouvertes pour nous écouter. Ces élections se sont passées en l'absence de la communauté internationale et je peux même dire en l'absence de couverture médiatique dans l'arrière-pays qui était vraiment concerné par ces élections. Et donc, comme leader, et en plus qu'un des candidats soit sorti pour en parler, je peux dire en ce qui me concerne que j'ai trouvé beaucoup de portes ouvertes et beaucoup d'oreilles attentives pour comprendre ce qui se passe au Tchad. Donc, j'ai axé mes propositions, mes échanges sur trois volets essentiels. Le volet de la situation catastrophique socialement parlant du pays, parce que les gens ne savent pas
comment nous vivons, le volet de déficit de démocratie et de droits de l'homme, et enfin le volet des risques que le pays court après cette victoire forcée du président Déby. Dans la théorie, on vous a ouvert des portes, on vous a écouté, mais concrètement sur le terrain, comment vous évaluez cette porte ouverte, ces oreilles ouvertes, comme vous le dites? Aujourd'hui, je crois que peut-être contrairement à ce que pensent les autorités de N'Djamena, le Tchad ne fera plus l'objet d'une gestion confisquée, en abri de tout regard, de toute oreille et de toute observation. Ce qui m'a frappé, c'est le désir des gens d'être avec nous et de voir finalement ce qui va se passer. Et auprès des responsables des ONG qui s'occupent des questions de droits de l'homme, tout comme les autorités multilatérales ou bilatérales qui sont sur la question du Tchad. Je donne un exemple. Aujourd'hui, l'Union européenne est très préoccupée par ce qui se passera au Tchad après l'investiture de Déby, non pas seulement la question de droits de l'homme, mais la question de la poursuite du processus électoral, étant donné que les présidentielles sont une catastrophe évidente. La question de la réconciliation, parce que on voit que le Tchad est écartelé entre tous ses enfants. Tout ça, ça préoccupe l'Union européenne. Et peut-être aussi que l'Union européenne attend des responsables tchadiens, de l'opposition, des propositions qui puissent nous faire sortir un peu de cette situation de crise, cette situation bloquée. Oui. Donc, je présume, vous êtes allé à Genève et aujourd'hui à Paris. Vous êtes député de l'Assemblée vous-même, vous êtes le coordonnateur de la CPDC. Vous avez prôné le dialogue inclusif. Ce dialogue inclusif concerne exactement qui? L'opposition démocratique de l'intérieur avec Déby, la société civile avec Déby, l'opposition politico-militaire avec Déby, sachant que Idriss Déby, ce qui l'arrange toujours, c'est parceller ses négociations, ses dialogues. Vous, pour lequel de ce type de dialogue vous avez plaidé? Ça, c'est une très bonne question. Nous, de l'opposition, on est un peu, disons, préoccupés par la volonté de Déby de vouloir réellement construire ce pays avec tous ses enfants dispersés. Et donc, quand nous parlons de dialogue, il est évident que c'est un dialogue qui concerne tout le monde. Mais ça ne sera pas tout le monde comme on a fait comme à l'occasion de la conférence nationale. Mais au moins que les grands acteurs de la vie politique et sociale de notre pays soient concernés. En dehors du pouvoir qui peut voir comment prendre part à un tel dialogue et pourquoi, nous de l'opposition, nous estimons qu'il y a de grandes questions de la sécurité du Tchad, de la gouvernance du Tchad, du processus électoral, de la démocratie et des droits de l'homme, que nous devons mettre ça dans l'assiette de discussion et de parler. Et donc, s'il en est ainsi, il faut que soient à ce dialogue les acteurs principaux. Quand je dis les acteurs principaux, il y a l'opposition, même quand on dit qu'elle est plurielle, mais elle peut toujours être consensuelle. Il y a la société civile qui, depuis l'avant de ces élections 2016, s'est beaucoup battue et continue de se battre. Il y a la diaspora qu'il faut inclure parce que moi je pense que c'est un pas important de notre histoire et de notre opinion. Il y a les politico-militaires
on en fait un sujet tabou. Mais il n'y a pas de sujet tabou dans l'histoire d'un peuple qui s'écartèle, qui se brise. Et donc tout le monde sait aujourd'hui que les politico-militaires existent, pas seulement dans les capitales européennes où certaines personnes prennent la parole en leur nom, mais même sur le terrain, nous apprenons qu'il y a des politico-militaires. La véritable réconciliation nationale serait que tous ces acteurs principaux s'assiedent, se parlent, décident et emmanchent une autre phase de notre histoire qui fasse en sorte que nous sortons de tout ce passé douloureux. Très bien. Je voudrais revenir, comme on aborde un peu l'aspect droit de l'homme, sur les faits d'actualité qui aujourd'hui est sur vous et Kibzabou, le chef de file de l'opposition, par rapport à la justice sur cette histoire de militaires disparus. Est-ce que vous ne trouvez pas que au niveau de l'opposition, on n'est pas allé trop loin pour pouvoir dire clairement et déterminer ce problème-là en disant oui, voilà les militaires, tel nom, dans telle famille, etc. Parce que si on comprend bien, le pouvoir cherche à s'engouffrer dans cette petite fenêtre-là pour discréditer l'opposition, dire non, ils affabulent. Oui. D'abord, quand il y a des compatriotes qui sont portés disparus ou bien qui sont arrêtés ou qui sont détenus arbitrairement, c'est un souci de tout le monde. C'est une préoccupation de tout le monde, y compris du pouvoir. Et donc, d'abord l'opposition. L'opposition, c'est un contre-pouvoir d'abord. C'est-à-dire, tout ce que fait le pouvoir, l'opposition doit avoir un œil critique. Parce que c'est un acte de gestion qui engage la nation. Et nous sortons des élections et on apprend d'un peu partout des plaintes comme quoi des gens ont disparu. C'est le rôle de l'opposition que de porter cela sur la place publique pour que le gouvernement puisse mener des enquêtes sérieuses et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais en matière de qui a disparu, qui n'a pas disparu, tout ça, moi je pense que ce n'est pas seulement la voix de l'opposition qui pèse sur cette question. Les organisations de droits de l'homme, d'après ce que nous avons appris, ont déposé des listes de noms de gens qui seraient disparus à la suite partis en mission, comme dit le gouvernement, mais dont les familles disent qu'elles n'ont pas de nouvelles. Donc les familles ont déposé des listes et des noms auprès des organisations de défense des droits de l'homme. Vous les avez au niveau de l'opposition? Non, ces noms, nous avons appris que les organisations de droits de l'homme les ont déposés à la justice. Mais est-il pas crédible que vous, l'opposition, en avançant cet argument, puisque vous êtes sur l'optique des partenaires, n'est-il pas raisonnable que vous ayez les noms en votre possession parce que ça fera l'objet de votre défense? Est-ce que sans ne pas avoir le nom aujourd'hui, le pouvoir s'engouffre là-dessus? Moi j'estime, en ce qui me concerne, que chacun joue un rôle. Quand il y a un problème de droits de l'homme et que les associations de droits de l'homme s'en chargent, c'est une bonne chose. Nous ne sommes qu'une voie d'alerte. Très bien. Aujourd'hui, si nous avons donné l'alerte et que les associations de droits de l'homme s'en chargent, c'est au gouvernement et c'est même aux officiers de l'armée de voir dans leur unités quels sont les gens qui sont partis, portés disparus, où est-ce qu'ils sont. Est-ce que ce sont des désertions? Est-ce que ce sont des missions? Est-ce que ce sont des disparitions? Est-ce que ce sont des détentions? Ça, c'est l'armée. Oui, mais dans ce cas précis, nous relevons d'après ce qui a été dit sur la presse, c'est des militaires qui, pendant les élections présidentielles, n'ont pas voté le candidat Idriss Déby et connaissant l'aspect dictatorial du régime, l'aspect autoritaire du régime, on les a fait disparaître parce qu'ils n'ont pas voté Idriss Déby. On n'a pas lu quelque part que c'est pour autre chose. Le gouvernement tarde de dire qu'ils sont partis en mission et qu'ils n'arrivent pas à prouver en dehors, je pense, de 2-3 personnes qu'ils ont présentées à Téléca, ramener des faillants avec des bosses
camouflés derrière les turbans. Que cela se soit produit, nous, en tant que parti politique, on doit le dénoncer parce que c'est une violation des droits démocratiques, sur le principe de liberté publique, sur le principe de la citoyenneté. Quelqu'un qui va exprimer son droit de voter et qui est puni pour avoir exprimé ce droit-là, nous, en tant qu'opposition, en tant que parti politique, on doit dénoncer cela. Du point de vue de la matérialité des faits, nous ne sommes pas une institution de police pour pouvoir faire une enquête. Mais comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où les parents se sont plaints auprès des organisations des droits de l'homme, c'est déjà un début de preuve. Il n'y a que la justice et l'armée qui, en conjuguant leurs efforts, peuvent dire que tel fait est véridique ou relève de la figuration. La justice tchadienne est-elle une justice indépendante? Indépendante, je ne sais pas, mais peut-être que c'est le lieu de dire ici que mon opinion peut aussi être subjective parce que j'ai été victime de cette justice. Et donc, je sais que je suis allé une fois ou deux fois en prison pour des faits mensongers et que un magistrat a été radié du corps des magistrats parce qu'il a pris une position contre cette injustice, cette non-lecture de la loi. Cela est un début de preuve suffisant pour montrer que la justice n'est pas indépendante. Bien plus encore, lorsque le juge qui l'a défendu a été radié, c'est par un décret du chef de l'État. Et donc je présume que le président de la République cautionne l'arbitraire de la justice. Et donc dans ce cas, la justice et l'exécutif s'entendent pour pratiquer l'arbitraire, ne pas lire les droits. Ça, c'est une situation extrêmement grave. Non seulement parce que c'est mon cas, mais par la suite, on aura connu beaucoup de cas où ces déboires sont manifestes. Aujourd'hui, vous posez la question aux avocats, vous posez la question aux ce qu'on appelle le personnel judiciaire, que ce soit les notaires ou les greffiers, tout le monde se plaint de l'état de la justice de notre pays comme étant une justice qui est au service du pouvoir. Je fais un parallèle avec ce qui s'est passé sur la citoyenne Zoura qui, pendant l'élection présidentielle, Idriss Déby, président de la République du Tchad, est sorti pour s'accaparer du problème en disant que, en tant que père, il est ému par cette situation et que les coupables doivent être jugés. Or, ça et là, il y a un qui a pu prendre la fuite avec des complicités. Il y a d'autres, soi-disant, ont été jugés, mais il n'y a aucune prison, on ne marque leur présence dans aucune de prison, dit-on qu'ils sont dehors. Comment percevez-vous ça? Je ne sais pas, mais je crois que le président de la République est la personne la mieux informée d'entre nous tous. Par toutes les structures qu'il a sur ce pays-là, il est informé au jour le jour, minute par minute, de tout ce qui peut ne pas aller dans le sens de ce que l'État peut faire. Donc, si que ça soit, oui, si je présume, il le sait, et que ces personnes qui ont, entre guillemets, été emprisonnées aujourd'hui, qui sont dans des villages reculés, tranquillement, qui vivent paisiblement, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu. Mais je pense que s'il veut réellement que la loi s'applique, il le fera. Personne ne peut échapper à sa vie ou à son autorité. Parce que c'est la personne la mieux renseignée. Je ne suis pas hors de mes propos pour dire ça. C'est la personne la mieux renseignée de notre pays. À travers sa prise politique. Ses collaborateurs. Il a toute une structure de l'État à sa disposition, qui me permet de dire aujourd'hui que le président de la République, rien ne lui échappe. Et donc quand un individu s'évade et qu'on ne peut pas le retrouver, moi je pense que il doit le savoir, il doit le questionner indirectement. Mais l'affaire de Zouhoura, une fois de plus, moi je pense qu'en tant que chef de l'État, une affaire qui a fait la chronique du monde entier,
Vous voyez? Jusqu'à l'Union européenne. Jusqu'à l'Union européenne, je peux même jusqu'aux États-Unis, dans le monde. Et il y a eu une manifestation de solidarité des femmes, des couches de population. À l'Union européenne, il faut le souligner, grâce à la diaspora. À la diaspora. On fait un travail quand même énorme, il faut le dire. Sur cette question, vraiment, Vous poussez cela jusqu'à l'Union européenne. non seulement cette question, mais vraiment d'autres questions relatives aux droits de l'homme, il faut féliciter le travail de la diaspora. Mais je voulais dire par là que une affaire qui a défié la chronique des événements internationaux, le président de la République ne peut pas laisser à ce que ça soit traité à la légère. Donc les évasions, les non-punitions, les non-détentions effectives des fautifs, vous voyez, c'est une question, c'est quelque chose qui porte préjudice et au Tchad, à son pouvoir et à son image lui-même. Très bien. Quels sont vos rapports avec la société civile, vous en tant que leader politique? La société civile a été toujours ma préoccupation. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que les luttes pour la démocratie et la liberté ne soient plus des luttes déléguées. La population souffre qu'elle l'exprime. La population veut plus de liberté qu'elle le demande et qu'elle l'exige. La population veut et manifeste contre tel fait. Il faut que ce soit elle qui en soit l'auteur. Et donc, les luttes qu'on délègue au Tchad là, moi je pense qu'il faut mettre fin à ça. Et c'est pour ça qu'il faut que nous ayons une société civile éveillée, organisée et militante. Et donc, si ces critères doivent être effectifs, il faut que nous autres, hommes politiques, militants des droits de l'homme, pour défendre les droits des syndicats, nous soyons avec ce peuple en lutte pour nous dire, par notre expérience, qu'est-ce qu'il peut faire pour que sa situation s'améliore. C'est en cela que je suis certes un leader de l'opposition, un leader d'opinion, mais aussi un militant très actif des droits de l'homme, et j'estime que ma participation dans la société civile pour aider celle-ci à être un outil de la défense des droits du peuple tchadien est une place légitime. C'est pour ça que je ne vois pas de différence quand le pouvoir, par exemple, nous appuie en disant ça, c'est du travail de politique, vous n'avez pas à vous mêler avec la société civile et réciproquement. Moi, je pense que nous sommes dans une situation globale dangereuse qui nécessite effectivement un front commun contre le pouvoir, parce que certains et beaucoup de ces faits-là doivent être dénoncés et empêchés. Il y a lieu de dire bravo et toutes les félicitations sont requises à Mamadou Ribédou. Mamadou Ribédou, Yunus Mahadir, tous les risques avec les associations de la société civile, la LTDH, les avocats qui sont à leur côté, le barreau qui est soucieux de ce problème et qui en fait aussi l'objet de ces réunions et de sa participation. Je dois féliciter toute la mobilisation tchadienne, y compris encore la diaspora, comme je le disais tout à l'heure, pour que la situation de notre pays s'améliore. Ça débit, on sait très bien que quand l'unité n'est pas requise, la brèche est toujours ouverte. L'opposition est-elle unie? L'opposition ne peut pas ne pas s'unir. Comme je le disais tout à l'heure, on dit que l'opposition est plurielle, oui. Plurielle si c'est seulement la différence des idées. Mais on ne peut pas être pluriel du point de vue de la conduite et de l'attitude à avoir vis-à-vis d'un pouvoir qui ne lâche pas sur le droit du peuple tchadien. Et donc, c'est l'occasion, vous nous donnez l'occasion de dire un peu quelle est la situation actuelle de l'opposition. Nous étions en concertation avec la société civile parce que on a constaté ces leaders sont emprisonnés, relâchés, ramenés en prison, tout ça, et la société civile ne lâche pas.
On a donc été en concertation avec cette société civile pour dire on va élargir le fonds. Nous aussi, les partis politiques, nous souffrons de ce pouvoir. Est-ce que nous pouvons déterminer des domaines d'action et de complémentarité d'action, la solidarité, pour qu'elle ne soit pas affaiblie face au pouvoir. Nous étions dans ce schéma qui est encore valable aujourd'hui lorsque une fraction de l'opposition a constitué le FONAP et tout ce qui s'en est suivi. Moi, personnellement, j'estime que c'est de petits faux pas que nous devons corriger. C'est vrai, si on s'était mieux organisé avant l'investiture, on allait marquer par notre protestation et notre présence cette investiture. Mais nous nous y sommes pas bien pris. Moi, je pense que l'après-investiture est un défi pour l'opposition, pour la société civile et pour ses leaders. Vous voyez? Et donc, nous sommes appelés à nous entendre sur une espèce de plateforme face au pouvoir pour évoluer vers cette discussion, ce dialogue que j'estime difficile, mais qui est nécessaire parce que nous devons tirer des leçons de 30 ans d'affrontement et de guerre entre nous, de 25 ans de dictature et d'autoritarisme, et du défi et du déficit de la démocratie dans notre pays. Ça, ce sont des questions difficiles, mais qui interpellent l'opposition. Vous êtes solidaire aujourd'hui de tout ce qui se passe, la position que prend le FONAC à l'intérieur pour dire on va marcher, on va faire des meetings, etc. Vous êtes solidaire? Moi, je l'approuve en tant que démarche d'une lutte démocratique, tout en sachant que depuis 25 ans, le régime n'a jamais donné d'autorisation à la société civile ou aux partis politiques d'opposition de manifester. Quand vous voyez une manifestation, c'est toujours le parti au pouvoir, c'est toujours le syndicat du pouvoir, c'est les associations civiles du pouvoir. Nous, de l'opposition, jamais, depuis 25 ans, au grand jamais, on ne nous a permis de manifestations. Vous vous souvenez? Ça finit avec des drames et des morts. Hein? La grande manifestation du début de ce pouvoir, c'est l'assassinat de Maître Bédi. Mais après ça, ça a été impossible. Vous vous souvenez de la fin de 2015, il y a eu des manifestations dans toutes les villes du Tchad. Qui pour demander de l'eau propre, qui pour demander des arrêts de salaire, qui pour demander de mettre fin à la pénurie, qui pour demander toutes ces manifestations qui se sont étendues à une quinzaine de villes ont fini par des répressions, des drames. Donc aujourd'hui, on n'en tient même pas compte. C'est tombé dans la corbeille de l'oubli. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Ahmad Bachir, apparemment n'a pas daigné répondre à la demande officielle faite par l'opposition pour sa marche et son meeting, leur répond par un communiqué de presse qu'il interdit et la marche et le meeting. Nous l'avons relevé à travers les réseaux sociaux et les sites les plus importants que regardent les Tchadiens. Le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Bachir, au lieu de répondre à l'opposition, puisqu'elle lui a fait une demande officielle pour manifester et faire le meeting, interdit toute marche, tout meeting à travers un point de presse. Est-ce que dans un pays démocratique, cela est possible? Un grand juriste tchadien qui n'est plus de ce monde a dit que les gouvernants tchadiens sont des délinquants astucieux. En termes juridiques, ça veut dire des gens qui trichent toujours avec la loi, qui sont en marge de la loi, qui agissent contre la loi. Encore aujourd'hui, ce qu'il a dit reste valable. Parce que les libertés publiques sont des droits constitutionnels. Les manifestations, les pétitions, les associations, c'est-à-dire on pense que ça c'est un faux discours et ça n'a plus le lieu d'être. Dans ce cas, on remet la Constitution en cause et il n'y a plus de référence à quelque chose qui nous régit et qui nous permet de nous gouverner tous. C'est-à-dire
on enlève un chapeau et on se trouve dans un état d'anarchie généralisée. Chacun fait ce qu'il veut puisqu'on n'a plus de normes. Mais dire qu'on a une constitution, qu'on a des lois et que chaque jour on triche avec la loi, on triche avec les règles de droit, moi je pense que c'est de la délinquance. Vous, M. Gali, vous êtes le coordonnateur de la CPDC, qui n'est pas de moindre quand même, qui est aujourd'hui une figure politique reconnue par l'Union européenne, la France et ses partenaires. Quand vous arrivez face à tout ce monde-là et qu'on vous pose la question, le Tchad c'est un état de droit ou c'est un pays autoritaire, dictatorial? Le Tchad c'est un état fragile, un état failli. Est-ce qu'il est autoritaire ou dictatorial? Moi je pense que c'est un état dictatorial. Parce qu'être autoritaire, ça veut dire qu'il y a une marge peut-être minimale de liberté qu'on laisse aux citoyens. Mais aujourd'hui, quelle marge les citoyens ont? Est-ce qu'ils manifestent? Est-ce qu'ils font leur pétition? Est-ce qu'ils marchent? Est-ce que tout ça est interdit? Et la moindre des choses, l'armée intervient massivement dans la vie des citoyens. Moi, je dis que nous vivons une situation d'une démocratie militarisée, c'est-à-dire des militaires au sommet de leur situation dictent à la population ce qu'il faut faire et empêchent la population ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de liberté démocratique. Ça, c'est une situation type d'une démocratie, d'une dictature. Oui, assez souvent, quand on relève cela, ça et là, on nous dit non, il risque d'être pris en otage par soit son clan, par ceux qui l'entourent, et que souvent c'est son clan qui dirige et qui n'est pas au courant de certaines choses. Est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui, non, on peut dire que Déby Sol est dictateur, si du moment où on le met devant le fait accompli et que c'est son clan et son entourage qui décide? Moi, non seulement je suis réservé contre une telle pensée, mais je suis contre, avec une expérience à l'appui. Moi, j'ai travaillé avec 3 présidents du Tchad. J'ai travaillé avec le président Goukouni, le président Habré, le président Déby. Je sais, par la pratique, que la dernière décision appartient au chef. Que ce soit une bonne décision ou une mauvaise décision. Quand c'est une mauvaise décision, vous êtes obligé de gérer. Quand c'est une bonne décision, ça vous donne un peu la satisfaction que vous n'avez pas fait un travail. Pas de doute. Et donc, que Déby puisse être un otage du clan, d'une famille, d'un groupe d'intérêt, moi je pense que ce n'est pas vrai, parce que c'est lui qui est, encore une fois, qui tire les ficelles de toutes les actions provenant de toutes ces instances. Les médias du monde entier, puisque je voudrais aborder ce sujet-là et faire pareil avec la bonne gouvernance, le Tchad toujours, aujourd'hui relève que Déby n'aime que les siens, ses enfants, ses neveux, ses beaux-fils, dans toutes les sphères de l'État et surtout là où le régime de l'État financièrement dégage de l'argent. La Voix de l'Amérique, il y a 2 jours, en a parlé, a nommément cité des gens, on les a repris, nous sur Tchad Entreprise, sur les autres blocs et sites, et Tchad Baladia d'ailleurs, qui ont dit bravo pour le travail qu'ils font. Vous de l'intérieur, comment vous percevez ça? Un système comme celui de Déby, dès le départ, il repose sur la cooptation et non le mérite. Et quand on ne fait pas cas du mérite des gens, on ne tient pas compte de leurs valeurs intrinsèques. Diplôme, expérience, compétence, efficacité, on ne tient pas compte. La cooptation est un système qui consiste à choisir des individus que tu peux utiliser.
incompétents, pas compétents, ils servent de prétexte à ce que tu veux faire. Ouais? Et donc, le système de débit est comme ça. Il repose sur la cooptation. Maintenant, il y a une autre remarque que les Tchadiens doivent savoir. L'argent, là, quand il n'y en a pas, c'est un problème. Quand il y en a beaucoup, c'est un problème. Entre 2003 et 2013, le Tchad a eu beaucoup d'argent grâce au pétrole. Ça nous a créé tous les problèmes. Tout le monde voulait s'accaparer de cette manne. Et donc, malgré le système de cooptation qui devait normalement reposer sur des critères de politique, soutien politique, image politique et machin tout ça, hein, quand on a constaté que Déby ne pouvait plus gouverner avec l'opinion de son peuple, vous voyez, mais il gouvernait avec sa volonté, dans ce cas-là, la cooptation repose sur un choix restreint d'un certain nombre de personnes qui nous sont utiles. Et donc, au fur et à mesure, ce cercle-là se rétrécit compte tenu de la diminution aussi du gâteau. Et donc aujourd'hui, tous ceux qui se sont enrichis sont oubliés. Mais d'autres qui viennent pour s'enrichir, veulent être dans le cycle de cette pratique-là. Et donc, de plus en plus, le pouvoir se rétrécit, non pas sur le clan comme avant, sur le sous-clan comme avant, mais sur la famille, et même dans la famille. Ça se rétrécit encore parce qu'on ne voit pas de bon oeil que la belle famille, par exemple, soit massive dans ce partage de gâteaux. Donc, c'est une espèce un aspect rachitique, hein, d'une règle de répartition de la richesse nationale qui devient de plus en plus mince et qui attire plus d'appétit. Mais donc je crois que... Donc c'est effectif, c'est réel, hein. Ses enfants, bien sûr, ses cousins, à la limite ses beaux-frères, ses beaux-fils, ses beaux-fils. Voilà. La bonne gouvernance dans tout cela. La bonne gouvernance, je pense que ça a été oublié. C'est parti aux oubliettes. Pourquoi? Parce que en 10 ans de richesse pétrolière, si on avait appliqué vraiment la bonne gouvernance, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais. Moi, une image ne m'a jamais quitté. Vous vous souvenez des manifestations de Fianga? Des femmes sont sorties avec des calebasses pour demander qu'on leur donne de la bonne eau. Parce que si vous connaissez Fianga, l'eau que les gens boivent à Fianga, c'est comme si on y a mis du kaolin. J'y étais dans les années 77-78. Elle n'a pas changé cette situation de Fianga. Vous voyez, j'ai été il y a à peine 2 ans dans le Wadifira, qui est la région du président Déby. Ce qui m'a frappé, c'est les centaines d'ânes escortés par des femmes et des filles à la recherche des marigots où on peut trouver de l'eau. Après plus de 20 ans de pouvoir. Même si donner de l'eau à boire aux femmes et aux enfants de Wadifira est une forme de discrimination, c'est le cas de dire qu'on doit faire une discrimination positive, ne pas faire souffrir autant de gens pour des choses dont la technique moderne permet l'accès facile. Il suffit seulement de prendre la décision, de mettre les moyens. Alors, moi je ne suis pas président, mais je suis affligé à ce que j'ai vu dans le Wadifira. Oui, de souvenance, moi j'étais jeune encore, très jeune quand mon père était sous-préfet à Yuriba. J'ai eu la chance quand même d'effectuer avec lui dans sa tournée une escapade jusqu'à Ambiaras actuellement, passant par Berdoba. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait un seul puits, autour de ce puits-là, il y avait 3 ânes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on reprend sur Canal Plus, Ambiaras, la bourgade de 3 ânes, c'était par rapport à ce cliché-là. Aujourd'hui, vous nous confrontez, vous nous dites, dans cette région-là encore, il n'y a pas d'eau. Et d'après ce qu'on apprend, tellement les richesses étant mal réparties et la population, certaines populations, cette région-là, vivent tellement aisément qu'il faut ramener de l'eau de source depuis N'Djamena dans les bouteilles. Ce qui fait qu'il n'y a pas de perspective de développement pour permettre de faire franchement un travail à ce que la population locale puisse avoir lieu. Mais moi, ma question sur la bonne gouvernance, c'est d'abord l'argent volé, détourné, des gens mis en prison juste pour la consommation, après on voulait sortir.
parce que tel clan a intervenu auprès de Déby, parce que telle communauté a intervenu pour leur fils auprès de Déby, on voulait sortir et l'État ne réclame pas de bien volé. On voulait jouir de votre produit de vol, etc. Et du coup, là, l'État perd de l'argent. Rattrapez-moi si peut-être je ne dis pas à certaines vérités, mais je suis en train de penser que ce que tu me donnes comme information, c'est de l'argent sur le plan du vol global. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le plan international, notre pays est reconnu comme un pays de plus grande corruption, de la vie chère, de là où le mot Ibrahim, l'indice de mot Ibrahim qui caractérise les affaires là, plus dégradé. C'est ça. Toujours avant-dernier ou dernier parmi les derniers. Voilà. Là où l'IDH est le taux le plus bas, là où le système éducatif par terre, et là où la santé complètement dégradée. Mais quand on prend tout ce qu'il y a comme indice et caractéristiques qui montrent l'état de santé d'un pays et sa capacité à progresser, le Tchad est avant-dernier. Même dans les pays où il y a le plus de guerres que nous. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Comment aujourd'hui les partenaires que vous rencontrez, avec toutes ces statistiques, toutes ces vérités dites, continuent à soutenir ce pouvoir? Bon, j'ai évoqué la question il y a 4-5 ans avec des techniciens compétents d'une institution internationale. Il m'a répondu, votre président est devenu une molécule libre. Nous ne disposons plus de moyens de pression sur lui. J'ai demandé pourquoi. Il me dit mais parce qu'il a payé ses dettes et il dit qu'on ne doit rien lui dire. Il a payé ses dettes. Et c'est des dettes qu'il a contactées vis-à-vis de la Banque mondiale, du FMI. Le Tchad n'a pas de dette extérieure. Le Tchad a eu tellement de flux qu'il y a 4-5 ans, il a appelé ces gens-là, il a payé ça. Pour que les gens ne l'embêtent pas. Ah, mais entre-temps, ça a augmenté. C'est revenu en force. Okay. Vous voyez? Mais c'est pour dire que la facilité avec laquelle, ou l'indulgence avec laquelle la communauté internationale a traité Déby, à mon avis, pour l'instant, ça n'a reposé que sur une chose, c'est sa participation à la lutte contre le terrorisme. On dirait que c'est un certificat de virginité. Ouais. Et donc, est-ce qu'un autre président à la place de Déby ne peut pas combattre le terrorisme, ou un autre Tchadien ne peut pas combattre le terrorisme? Le terrorisme propre à Idriss Déby, il est le seul, c'est spécifique à lui, il est le seul à pouvoir combattre le terrorisme. Mais ceux qui le soutiennent pour ça, je pense qu'eux-mêmes ne sont pas justes dans leur propre argument. Aujourd'hui, le terrorisme est devenu un fléau mondial. N'importe qui, chacun se réveille avec la peur que le lendemain, un proche parent peut être victime du terrorisme. Vous voyez? Et même ce qui est terrible, c'est que nous avançons vers un état psychologique de s'accommoder du terrorisme. C'est-à-dire que la mort est banalisée. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça veut dire tout simplement que la vie n'a plus de sens, n'a plus de prix. Et donc, moi je pense que Déby vivant ou mort, Déby au pouvoir ou pas, la décision et l'engagement des pouvoirs politiques et des militants de droits de l'homme pour mettre fin aux actes terroristes, là, c'est quelque chose qui est une évidence, qui est même une contrainte majeure. Vous voyez? Et donc, le soutien à Déby, moi je pense que c'est un prétexte. Je crois que c'est un prétexte. J'appelle tout bonnement la communauté internationale et en particulier la France de faire une autre lecture de la situation du Tchad, de voir que le terrorisme en question, en ce qui concerne mon pays, c'est essentiellement les raisons nationales qui le créent. Et donc il faut s'attaquer à ces raisons-là. C'est pour ça que je dis que les actions militaires doivent avoir un agenda politique pour pouvoir résoudre vraiment la question du terrorisme.
Très bien. Nous arrivons plutôt presque à la fin de cet entretien. Je voudrais simplement vous demander quel est l'œil que vous, en tant que leader politique, opposant politique, avec vos camarades de l'intérieur, quel est l'œil que vous avez sur le travail que font aujourd'hui les blogueurs, les responsables des sites comme nous autres, qui, malgré les sacrifices, faisons un travail qui est décrié par certains, d'autres applaudis par d'autres. Vous, en tant que leader politique, aujourd'hui il y a le bloc Makaïla, il y a Tchad Page, je parle de confrères qui travaillent aussi à leur manière, Tchad Baladia sur Facebook et Tchad Today, Tchad Actuel, il y a des jeunes qui émergent comme Wakili Blog, Charlie Logan. Qu'est-ce que vous pensez de tous ceux qui aujourd'hui écrivent chaque jour, se sacrifient, ne dorment pas pour avoir des informations et le mettre à la disposition de nos compatriotes? En tant que militant qui défend la liberté, moi je pense que c'est un travail merveilleux que vous faites. Parce que le refus de la liberté à l'intérieur est défendu à l'extérieur par un certain nombre de Tchadiens engagés. D'abord ça. La deuxième chose, l'autocensure que se donnent les Tchadiens dedans, de ne pas dire aux eux ce qui se passe, leur situation dramatique, leurs problèmes. Vous faites un effort monstre pour pouvoir extraire l'information et la mettre à la portée, non seulement des autres Tchadiens, mais de l'extérieur. Des autres Tchadiens parce que là aussi, je suis stupéfait par la volonté des Tchadiens à être sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'informer. Malgré la censure. Malgré la censure. Oui. Et donc, oui, vous faites un travail merveilleux. Normalement, on devrait vous encourager, mais qui va vous encourager dans cette situation où vous apparaissez comme de mauvais témoins? Parce que un pouvoir qui déteste les libertés ne peut pas permettre la pluralité d'opinion et surtout l'œil critique par rapport à ces actes de gestion. Et comme vous vous élevez contre la mauvaise gouvernance, contre l'arbitraire, contre le déficit de liberté, la violation massive des droits de l'homme, ce pouvoir ne vous voit pas d'un bon œil. Mais c'est comme nous, opposants. Je pense que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour le présent, c'est pour le futur. C'est aussi pour que notre pays accède à un autre statut des pays qui ont un minimum. Et donc le minimum, c'est comme je disais tout à l'heure, que j'ai dit encore hier quand je m'exprimais au Tchadien. Aujourd'hui là, tout le Tchad a besoin de trois choses de façon vraiment indéniable. Le paix, la paix et la liberté. Donc, votre mot de la fin au Tchadien, à vos camarades de l'opposition qui attendent que vous rentriez rapidement pour participer avec eux sur ce qui se présage, les gens là-bas pour la lutte, quel est votre mot de la fin? Moi, je voudrais dire à mes compatriotes de ne pas se décourager, de ne pas voir comme si cette victoire arrachée par Déby, c'est la fin du monde. Non, nous entrons dans une autre phase de notre histoire, peut-être encore plus difficile et plus dramatique. Mais par rapport à ce que nous avons connu, les luttes armées, les guerres civiles, les affrontements, les dictatures, les Tchadiens se doivent encore de se donner du courage et de la volonté pour dire que nous vaincrons tout cela et que notre pays sera mieux. Je pense que c'est cette chose-là que je tenais à leur dire. Parce que le découragement, ça fait pas partie de la vie. C'est vaincre les difficultés qui fait partie de la vie. Et donc, il ne faut pas qu'ils désespèrent, qu'ils se démoralisent, qu'ils disent que les carottes sont cuites. Il n'y a aucune carotte qui est cuite. Au contraire, l'histoire du
peuple connaît une autre phase et cette phase doit nous amener à une plus forte détermination. C'était Assile Kalata Mamat pour Canal-Trocus Tribune, depuis le parvis de la Défense, avec le député et le coordonnateur de la CPDC, M. Gali Gata Yote. Merci à vous et à bientôt.